Un nouveau vaccin anti-Covid sera disponible fin 2021, début 2022. C'est le Sanofi GSK. À ne pas confondre avec Somfy et DSK, car là on serait dans le registre des stores et des putes. Non, là c'est Sanofi et GSK, des médocs et de la flûte. Pas de la flûte baveuse de collégiens en plastoc, non. Sanofi et GSK, ils ont les moyens, car à eux deux, c'est 17 milliards de bénéfices nets annuels. Donc de la flûte oui, mais de la flûte de luxe, toute option, capable d'hypnotiser tout le monde à des milliers de kilomètres à la ronde. Sanofi est un laboratoire pharmaceutique français dont le PDG est Paul Hudson depuis septembre 2019. Hudson a travaillé pour GSK et AstraZeneca. Mais en fait, c'est pas lui le vrai boss de Sanofi. Lui, il est juste là pour gérer les affaires courantes et répondre au téléphone. Bonjour et bienvenue chez Sanofi. Non, désolé madame, nous ne vendons pas de store. Le vrai boss, c'est Serge Weinberg, président du conseil d'administration de Sanofi depuis 2009. Il est né en 1951, il est petit-fils d'un ouvrier juif polonais émigré en France au début du siècle. Son père, Salomon, est le créateur de la maison de prêt-à-porter Weinberg en 1946. Serge Weinberg a une licence de droit, il est diplômé de l'IEP Paris et ancien élève de l'ENA. Après avoir commencé sa carrière en tant que sous-préfet, il a été chef de cabinet de Laurent Fabius, directeur général adjoint en finance de FR3, directeur général et président d'Avas Tourist, directeur général de Palace, président de Rexel, filiale du groupe Pinot Printemps La Redoute, dont il deviendra président du directoire. Weinberg a aussi été président du conseil d'administration d'Accor, administrateur de Schneider Electric, de la Fnac et de Gucci. En 2005, Serge crée son fonds d'investissement Weinberg Capital Partners, qui gère plus de 700 millions d'euros d'actifs. Il est promu officier de la Légion d'honneur en 2007 et commandeur en 2020. Il a aussi fait partie de la commission Attali créée par Sarkozy en 2008, et c'est là qu'il a connu Emmanuel Macron et qui lui a trouvé du boulot chez Rothschild parce qu'il était aussi administrateur chez Rothschild. Et Serge a œuvré pour l'élection de Macron en 2017. Weinberg a aussi fait partie de la commission trilatérale pendant 14 ans, de 1992 à 2006. Qu'est-ce que la trilatérale ? C'est une organisation privée créée en 1973 par les dirigeants du groupe Bilderberg notamment, parmi lesquels on peut trouver David Rockefeller et Henry Kissinger. La trilatérale regroupe 300 à 400 personnalités parmi des hommes d'affaires, des hommes politiques et des intellectuels. C'est une commission partisane du mondialisme qui publie des rapports sur divers sujets dans une revue appelée The Triangle Papers. Les travaux de la trilatérale ont des répercussions majeures politiques, économiques et géopolitiques dans le monde entier. En gros, chaque gouvernement achète le Triangle Paper, le lit et applique ce qui est marqué dedans. Serge fait aussi partie du Dolder Club, qui est encore plus sélect que la trilatérale parce que là, ils sont pas 400, ils sont 20. En fait, ce sont tous les dirigeants des grands groupes pharmaceutiques qui se réunissent. Créé en 1970, la première réunion a eu lieu au château Dolder en Suisse, d'où le nom. Ce club n'a aucun site web ni publication et personne à part les membres ne sait où et quand ils se réunissent. Autant dire qu'ils ne parlent pas du dernier match de la Champions League. On peut trouver un article de Capital en 2018 lors de la réunion de Paris où le club Dolder avait été reçu par Macron de manière officieuse, puisque non répertorié dans l'agenda officiel. Autant dire que Serge Weinberg est très haut placé dans la pyramide du pouvoir mondial. Pour info, nous, le peuple, on n'est même pas dans la pyramide, on est sous terre, avec les cloportes, les vers de terre et les souris. Macron, lui, il est juste au-dessus, avec les hyènes. Et c'est pour ça qu'on voit sa gueule à la télé et dans les journaux tous les jours, car il sert de fusible. Serge, lui, est bien plus haut, il a un pass pour les étages élevés, et décide ce que tu mangeras à midi et combien tu paieras d'impôts. Concernant GSK, c'est un laboratoire pharmaceutique britannique. La directrice générale est Emma Walmsley, classée femme la plus puissante par le magazine Fortune. Mais c'est un peu comme Sanofi, c'est pas elle la boss de GSK. Elle est juste là pour faire les cafés et changer le savon dans les chiottes. Le vrai boss, c'est Sir Jonathan Richard Simon, né en 1959 en Angleterre. Il a été président de Genomic England. C'est une société créée et détenue par le ministère de la Santé pour gérer le projet de séquencer 100 000 génomes de patients atteints de maladies rares et leurs familles, ainsi que les patients atteints de cancer. Simon a été président du 100 Group.
une organisation qui regroupe les directeurs financiers des 100 entreprises ayant la plus importante capitalisation à la bourse de Londres. Ils ont même un indice, c'est le FTSE 100. Il a aussi été président de Inocol Holdings, qui conçoit des produits à base de collagène. Jonathan a été directeur financier chez AstraZeneca et Novartis, directeur général chez Goldman Sachs, président de HSBC et associé chez KPMG. Aucun des deux vrais dirigeants de Sanofi et GSK n'ont la moindre formation médicale ou scientifique. Par contre, ils en connaissent un rayon au niveau pognon et réseau d'influence. Du côté des scandales, chez Sanofi, on trouve l'Acomplia, un médicament contre l'obésité qui provoquait des états dépressifs plus qu'il aidait à maigrir. La fameuse Dépakine, un antiépileptique qui a causé entre 15 000 et 30 000 naissances d'enfants handicapés dues à la prise du médicament par des femmes enceintes. Les risques étaient connus depuis de nombreuses années. Le Dengvaxia, qui est le vaccin contre la dengue aux Philippines, qui aurait fait des centaines de morts chez les enfants, et certaines sources parlent même de 600 morts suite à l'injection du vaccin. Le vaccin Gardasil, contre le cancer du col de l'utérus, qui aurait fait 2000 morts entre 1976 et 2010, date de son retrait, soit 60 décès par an environ. 25 plaintes ont été déposées contre Sanofi. En 2017, Sanofi, qui avait investi une centaine de millions pour construire un bâtiment, a décidé de le détruire sans même jamais l'avoir utilisé. Et en 2018, Sanofi est accusé de rejeter des matières dangereuses de son usine dans les Pyrénées-Atlantiques. Les émissions dépassaient 190 000 fois la norme et provoquaient des irritations à la peau, aux yeux et des voies respiratoires et peuvent nuire à la fertilité et au fœtus, selon l'INRS. Chez GSK, on a du scandale aussi. On a le Pandemrix, un vaccin contre la grippe H1N1 qui a causé des centaines de cas de narcolepsie avec cataplexie suite à la vaccination. On a aussi le médicament Rekip, qui est un anti-Parkinson dont les effets secondaires sont une forte addiction au jeu et au sexe. Là, on croirait une blague, mais en fait, non, c'est vraiment réel. Et GSK, bien sûr, connaissait les effets secondaires, mais les a tus. On a aussi le vaccin Engerix B contre l'hépatite B qui est accusé de causer la sclérose en plaques après vaccination. On comprend mieux pourquoi Sanofi et GSK attendent un peu pour sortir leur vaccin anti-Covid. Mais peut-être que le grand ami de Macron, Serge Wenberg, a décidé de retarder son vaccin pour une autre raison. Puisque face aux nombreux effets secondaires qui commencent à apparaître sur les vaccins AstraZeneca, et bientôt Pfizer, Moderna et les autres, Serge va nous sortir sa plus belle flûte et va nous chanter qu'il a pris le temps pour développer sa picouse et qu'elle est sûre à 100% pour le commercialiser début 2022, à moins de 6 mois du premier tour des présidentielles françaises. Du coup, Macron pourrait s'en servir pour se présenter en sauveur de la galaxie grâce à un nouveau vaccin français et gagner des voix parmi les adorateurs du Covid.